Voilà. Alors, moi, je pense que le capitalisme est réformable, à condition que les gens le veuillent et imposent à leur gouvernement de prendre les mesures de réforme qu'ils estiment justes. Alors, quelles sont les orientations des réformes? La réglementation de la finance, oui, sans doute, mais tout ce dont on parle jusqu'à présent est parfaitement cosmétique. La vraie question, c'est est-ce que oui ou non, on retrouve des mécanismes équivalents à ce qui a été fait dans les années 30 et qui s'appelait aux États-Unis le Glass-Steagall Act, qui permettent d'isoler les activités de finance de marché, qui existeront toujours, qui seront toujours très risquées, très instables, de les isoler du reste du système bancaire. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des banques qui créent de la monnaie, fassent des prêts, collectent des dépôts d'un côté, et puis des banques d'affaires où les gens qui ont envie de spéculer avec leur épargne, y compris nous-mêmes quand on achète des SICAV, peuvent le faire, mais que ça ne contamine pas le système de la monnaie. Alors, cette séparation des activités financières entre les activités à risque de marché et puis la monnaie, personne n'en parle. Enfin, on commence à en parler. On commence à en parler parce que tout le reste, c'est la rémunération des traders, augmenter les fonds propres des banques de 8 à 10%, tout ça, c'est tout à fait cosmétique. Donc ça, c'est le premier point, la réforme de la finance, mais on est loin de s'attaquer au cœur de la question. Deuxièmement, à mon sens, il n'y a pas de crise énergétique, mais si vous voulez, on en reparlera, mais bon, il n'y a pas de crise énergétique. Le pétrole va être plus cher parce que, tout simplement, il va falloir faire des carburants de substitution au pétrole, et que les carburants de substitution valent plus de $100, et vous rajoutez le coût du CO2, ça fait $120. Donc le pétrole va coûter ça, mais ce n'est pas une catastrophe. La deuxième grande, donc sur la question énergétique, à mon avis, il ne faut pas trop s'inquiéter. La question écologique, c'est autre chose. L'effet de serre, c'est autre chose. Bon. Mais la deuxième grande voie de réforme, c'est d'éviter ce qui s'est passé entre la Chine et les États-Unis, si vous voulez. Ce qui a été dit, il y a eu une espèce d'accord entre le gouvernement chinois et le gouvernement américain, dont le contenu était le suivant. Moi, gouvernement chinois, j'accepte de faire travailler les Chinois beaucoup plus qu'ils ne sont capables de consommer. C'est-à-dire, je vais créer des excédents de production, et ces excédents, je vais les donner aux Américains, qui, eux, ont envie de consommer beaucoup plus qu'ils ne produisent. Et entre les deux, enfin, je vais me faire payer en bons du Trésor américain, dont je sais parfaitement qu'ils ne seront jamais remboursés. Parce que pour que les Chinois récupèrent leurs investissements financiers aux États-Unis, il faudrait que les territoires des États-Unis se mettent en excédent de balance commerciale pendant 20 ans. Bon, ça ne se passera pas. Donc là, il y a eu un déséquilibre fondamental dont les causes sont, à mon avis, faciles à identifier. C'était l'intérêt bien compris des Chinois de travailler le plus possible pour rattraper. Et quitte à donner leur excédent de production aux Américains, à les donner pour rien, pour des bouts de papier. Et quant aux Américains, comme ça a été dit, comme ils ne voulaient pas augmenter les salaires, il fallait malgré tout consommer à crédit. Donc il y a eu cet accord qui a bien fonctionné, qui pourrait repartir, mais qui introduit des déséquilibres qu'on a dit et qui se traduit par le fait qu'il y a une abondance de liquidités telle que vous pouvez emprunter de l'argent à 3% et le placer sur des marchés financiers à 15%, comme on a dit. Évidemment, c'est trop tentant, tout le monde le fait, donc on prend des risques, ça crée des bulles, ce que j'appelle un mistigris, c'est-à-dire un gonflement des actifs, et il faut que ça soit purgé par un crack. C'est le deuxième niveau, à mon avis, des réformes, c'est faire admettre aux grands acteurs gouvernementaux du monde qu'il faut qu'ils rétablissent des équilibres, qu'ils coordonnent leur politique économique, voire qu'on remette en question en partie la globalisation sans aucune règle. Moi, évidemment, je pense que le protectionnisme aujourd'hui serait une catastrophe, c'est pour ça que j'hésite beaucoup à en parler, mais à plus long terme, on devrait être protectionniste à l'égard des Chinois et absolument ouvert à l'égard des Africains. Ça forcerait les Chinois à les produire en Afrique, et c'est ce qui peut arriver de mieux à l'Afrique. Le développement de l'Afrique passera par une industrialisation par les Chinois. Et nous pouvons favoriser ce mouvement en nous fermant un peu aux Chinois, en leur disant bon, ça va, maintenant, ça y est, vous avez rattrapé, maintenant, allez un petit peu industrialiser l'Afrique, comme nous, on vous a permis de vous industrialiser vous. Mais ça, c'est une autre question, c'est un troisième plan qui n'est politiquement pas correct d'évoquer, parce que le protectionnisme défensif, lui, serait dangereux dans la phase actuelle. Je ne comprends pas, Pierre Noël, parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure que
On était sorti de la grande crise précédente du capitalisme, celle des années 30, en fermant les barrières, mais là de manière assez large, et avec des États qui pouvaient imposer aux entreprises un certain nombre de choses. Et là, ça sort complètement du champ. C'est pas nécessaire, ou on n'y arrivera plus. La globalisation est quand même, l'interpénétration des systèmes productifs est quand même à ce point avancée qu'on peut un peu agir aux marges, dans le sens que j'ai dit, par exemple, se protéger un peu des Chinois et s'ouvrir aux Africains pour essayer de déplacer un peu les vagues d'industrialisation mondiale. Il faut savoir quels sont les objectifs qu'on a. Finalement, l'économie mondiale ne va pas si mal que ça. Ça dépend des critères. Il y a quand même 2 milliards d'individus qui nous rattrapent. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a le milliard d'en bas, comme dit Paul Collier. Le milliard d'en bas. C'est quoi le milliard d'en bas? C'est 90% d'Africains et 10% de pauvres dans les pays riches. Ces gens-là, ils décrochent. Vous avez 3 milliards d'individus qui ne sont pas trop mal, 2 qui les rattrapent et 1 qui décroche. La vraie question, c'est comment faire pour empêcher ce milliard d'en bas de continuer à décrocher. Bon. Et si on veut envisager du protectionnisme, ça doit être pour résoudre ce problème-là, pas pour notre propre confort à nous. Nous, finalement, on n'est pas si mal que ça, ou en tout cas, nos problèmes, on peut en partie les régler nous-mêmes. Donc voilà. Donc je ne crois pas qu'il faut revenir à une fermeture des frontières, mais on devrait pouvoir moduler ça, oui.